juste avant de commencer, je vous propose simplement de QR-coder ce code-là pour pouvoir répondre aux questions et que ce soit un peu didactique et dynamique. Je vais laisser un tout petit peu de temps, je vois que vous vous connectez tous. OK, alors je suis pas sûr que le WooClap de la fac ne soit pas bloqué en fait à 50, donc il y a peut-être que 50 qui peuvent se... Non, 51. Bon, on va passer dans le vif du sujet. Donc, c'est sur la coma toxique et la place des antidotes. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et finalement, les objectifs de cette présentation, c'est pour vous savoir comment, quand et comment administrer la naloxone ou le flumazénine. C'est le cas numéro 1 en réalité. Donc, on va commencer par un premier cas clinique. Donc, une patiente de 35 ans est amenée aux urgences par sa famille. Elle a été retrouvée endormie à son domicile par son mari qui ne l'a pas vue depuis 12 heures. À l'examen clinique, vous notez une patiente dans un coma calme. La pression artérielle est à 10-50 mm de mercure. La SpO2 à 88% en air ambiant. La fréquence respiratoire est à 7 par minute. Les pupilles sont symétriques, punctiformes et non réactives. Il n'y a pas de traces d'injection sur les bras. Donc la première question, c'est quel, au pluriel ou au singulier, toxidrome présente cette patiente? À vous de répondre. OK, donc vous êtes tous très bons, je crois que vous avez tous bien répondu, il n'y a pas de choses bizarres. Donc en effet, c'est un toxidrome opioïde, d'accord, qui est marqué par une altération de la conscience, ici un coma, un myosis en tête d'épingle qui est probablement le plus fréquent avec les opioïdes, et puis une dépression respiratoire caractérisée par une fréquence respiratoire inférieure à 12 par minute. Il y a d'autres signes qui peuvent être non spécifiques, comme une bradycardie et une hypotension, mais qui est modérée, et une abolition des bruits hydroaériques. Si on prend l'ensemble des symptômes, la sensibilité, elle est de 92% et de 76%, c'était un vieux papier. Les complications, c'est la pneumopathie d'inhalation, éventuellement un œdème lésionnel et une rhabdomyolyse si le patient reste longtemps au sol. Et la complication qui fait décéder les patients en aigu, eh ben, c'est une hypoventilation alvéolaire liée à la bradypnée qui donne une hypoxie et une hypercapnie. Pardon, un point important, c'est que le symptôme le plus spécifique de ce toxidrome, hein, là on a vu pour les 3 critères, eh ben, c'est en réalité la dépression respiratoire plus que le myosis ou l'altération de la conscience. Alors, quand on parle d'opioïdes, il faut se poser la question de quel opioïde. Alors, en fait, vous avez plusieurs types d'opioïdes. Vous avez d'abord les opioïdes naturels, hein, qui sont dérivés de l'opium, notamment morphine, codéine, et puis ceux qui sont dérivés de la morphine, que vous voyez ici. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas dérivés de la morphine, qui ont une structure chimique sans rapport avec celle-ci. Et là, on retrouve la plupart des molécules synthétiques qui sont sur le marché pharmaceutique. En pratique, on parle aujourd'hui globalement d'opioïdes. Ces opioïdes, on va les trouver dans la pharmacopée, d'accord, dans les antalgiques de palier 2, de palier 3. Attention, hein, lorsqu'ils sont ingérés, ils peuvent être associés au paracétamol, à l'aspirine ou à des anti-inflammatoires. On retrouve les agents anesthésiques dont on se sert en réanimation. Et puis, il y a aussi des produits de substitution aux opiacés ou opioïdes, qui sont la méthadone et la buprenorphine.
Et il faut se méfier aussi, hein, il y a ce qu'on appelle les cachets, notamment dans les sirops antitussifs ou dans les antidiarrhéiques, et notamment le loperamide. Ça, c'était le marché, on va dire, sur ordonnance. Alors, sans ordonnance, vous pouvez en retrouver. Par exemple, en face de la Riboisière, à la gare du Nord, il y a pas mal de choses, mais également sur Internet, avec sur Internet de plus en plus de nouvelles substances dont on reparlera un petit peu après, qui sont des opioïdes, qui ont souvent une capacité de dépression respiratoire plus importante que les opioïdes habituels tels que la morphine. Pour les modalités d'exposition, eh ben, on voit aujourd'hui de tout, hein. Ça peut être fumé, sniffé ou injecté. Et puis, il y a même des personnes qui peuvent mâchouiller des patchs de fentanyl comme des chewing-gums. Il ne faut pas oublier aussi que les opioïdes, ça peut être dans un contexte d'attaque chimique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette attaque par des terroristes dans un théâtre de Moscou en 2002. Et finalement, les forces russes ont donné l'assaut après avoir envoyé un gaz contre les terroristes tchétchènes. Le bilan, c'est 130 morts et 700 blessés. Et ce qui avait été retrouvé, c'est un dérivé du fentanyl, carfentanyl, et un autre qui s'appelle le rémifentanyl. Les mécanismes de l'intoxication par opioïdes de la dépression respiratoire, ils impliquent essentiellement les récepteurs opioïdes mu, et pardon, excusez-moi, les récepteurs opioïdes mu. Il y a quelques opioïdes qui ont des particularités, donc qu'on va spécifier tout de suite. Le premier, c'est le tramadol. Vous savez que le tramadol, c'est l'antalgique aujourd'hui le plus utilisé en palier 2. Alors lui, en fait, va donner peu de dépression respiratoire par rapport aux autres opioïdes. En revanche, puisque c'est un agoniste mu faible, en revanche, lui, ce qu'il va donner, c'est des convulsions isolées, dans 15 à 20% des cas. C'est le quatrième médicament le plus souvent associé à des convulsions lors d'intoxication. C'est des convulsions qui surviennent généralement dans les 4 à 6 heures. Il peut y avoir des états de mal épileptique et ça semblerait possiblement dose dépendant. Tout ceci est bien redémontré dans les études animales. Et il faut que vous sachiez aussi que le tramadol, dans de rares cas, peut donner un toxydrome sérotoninergique. Le deuxième opioïde, qui est un peu différent des autres, c'est la buprenorphine. Vous savez que la buprenorphine, c'est ce qu'on donne aux patients qui ont un trouble de l'usage aux opioïdes pour les, entre guillemets, les sevrer en opioïdes. Et vous voyez ce qui est intéressant sur cette diapositive, vous avez en ordonnée la dépression respiratoire et en abscisse des doses croissantes soit de fentanyl, soit de buprenorphine. Et vous voyez qu'avec la buprenorphine, la dépression respiratoire est plafonnée, c'est-à-dire vous aurez beau en prendre 40 mg de plus que votre dose habituelle, et ben, vous n'aurez pas plus d'effet sur la respiration. Donc avec la buprenorphine, normalement, le risque de overdose est limité. Enfin, dernier opioïde d'intérêt, c'est la méthadone. La méthadone, c'est aussi un médicament utilisé dans les troubles de l'usage aux opioïdes, comme la buprenorphine. Elle, ce qui est montré, c'est que, eh ben, il y aurait, elle peut entraîner un allongement du QT avec le risque de troubles du rythme. Là encore, il n'y a pas de relation dose-effet totalement prouvée. Alors, vous avez cette patiente donc, qui est comateuse, bradypnéique. La question, c'est quelle est votre prise en charge? Et normalement, vous pouvez dire ce que vous allez faire en premier sur WOOCLAP. Qu'est-ce qui vous semble le plus important? Alors, il n'y a qu'un seul qui a répondu pour l'instant. On va juste s'arrêter là. Donc, c'est très bien en fait ce que vous avez répondu, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier quand vous avez un coma, qu'il soit toxique ou pas toxique, de garder votre raisonnement face à un coma.
Donc là, typiquement, il faut lui faire une glycémie capillaire. Alors tout ça se fait en même temps, donc on ne peut pas vraiment dire ce qu'on va faire en premier, mais une glycémie capillaire, la patiente est hypoxique, il faut lui mettre de l'oxygène, il faut lui poser une voie veineuse périphérique, et après discuter de l'administration de la naloxone, qui est en effet l'antidote préconisé dans ce contexte-là. Alors comment ça marche la naloxone? La naloxone, c'est un antagoniste des récepteurs opioïdes, qui est un antagoniste compétitif, qui a souvent une affinité qui est supérieure à la majorité des opioïdes. L'objectif, c'est l'augmentation de la fréquence respiratoire, ce n'est pas forcément le réveil. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter la fréquence respiratoire pour que le patient n'ait plus d'hypoventilation alvéolaire majeure afin d'éviter l'intubation. Si jamais vous en mettez trop chez un patient qui a un trouble de l'usage aux opioïdes, eh ben, vous avez un risque de sevrage et un patient qui va casser votre service. Comment ça s'administre? Alors, c'est par voie intraveineuse directe, en bolus, et il faut faire une titration, d'accord, de 0,04 mg toutes les 2 à 3 minutes, jusqu'à obtenir une fréquence respiratoire à peu près supérieure à 15 par minute. La particularité de la naloxone par rapport aux autres opioïdes, et vous le voyez très bien sur ce tableau, c'est que la naloxone a une demi-vie qui est beaucoup plus courte que les autres opioïdes, sachant qu'en cas d'overdose, la demi-vie peut être augmentée. Et par conséquent, comme cette demi-vie est beaucoup plus courte, il va falloir faire un relais après avoir obtenu votre objectif clinique par la dose horaire IVSE. La durée, elle n'est pas prévisible si vous ne connaissez pas l'opioïde. Et puis, vous devrez surveiller les symptômes de sevrage et maintenir une fréquence respiratoire supérieure à 15 par minute. Si en revanche, elle augmentait plus, vous pourriez diminuer progressivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la naloxone, le gold standard, c'est la voie intraveineuse. Il existe néanmoins la voie sous-cutanée, qui peut marcher, la voie intramusculaire ou la voie nasale. Il y a d'ailleurs en France, depuis récemment, la voie nasale qui a été mise sur le marché. Et puis, il y a même un kit par voie musculaire qui a été mis sur le marché, qui est destiné principalement aux patients qui ont des patchs de fentanyl, par exemple, un petit peu comme c'est fait aux États-Unis. Néanmoins, quand vous avez une voie par voie intraveineuse, il faut mieux le faire par voie intraveineuse parce que vous allez pouvoir titrer finement votre naloxone. Et surtout, comme on l'a vu, la demi-vie est courte. Donc, dans tous les cas, il faudra éventuellement mettre une perfusion IVSE après. Alors, vous avez titré 1,5 mg de naloxone chez cette patiente et la fréquence respiratoire reste identique. Que faites-vous? Alors, globalement, il y a ceux qui poursuivent, il y a ceux qui ventilent, il y a ceux qui réfléchissent. On va voir ça ensemble. En fait, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est définir finalement qu'est-ce qu'un échec de réversion. Alors, en France, on dit, c'est pas forcément pareil dans d'autres pays, mais on dit que la non-réversion de la dépression, que l'échec de réversion, c'est la non-réversion de la dépression respiratoire après 2 mg de naloxone. Une question qu'il faut vous poser devant un échec de réversion, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas d'une intoxication à la buprénorphine? D'accord? On a dit tout à l'heure qu'il y avait un risque limité d'overdose. Pourtant, peu après sa mise sur le marché dans les années 90, il y a des décès qui impliquaient la buprénorphine qui ont été décrits dans la littérature, généralement par un mésusage par voie intraveineuse et la co-consommation de benzodiazépines. De manière intéressante dans cette série de Lariboisière, où était comparée la réponse à l'analoxone des patients qui étaient documentés pour des overdoses à l'héroïne, à la buprénorphine et à la méthadone, c'est que héroïne et méthadone étaient bien réversés pour le toxidrome opioïde par l'analoxone. En revanche, pas les intoxications à la buprénorphine. Alors comment ça s'explique? Il y a probablement une fenêtre de réversion, d'accord, qui est liée au fait principalement que la dissociation du récepteur de la buprénorphine, de son récepteur est extrêmement lente et c'est ça qui pourrait expliquer l'absence de réponse. Une autre hypothèse,
et qui est mal expliqué, c'est que c'est un agoniste partiel mu et que la naloxone marcherait peut-être un tout petit peu moins. Et de manière intéressante, donc la naloxone marche moins bien sur la buprenorphine, mais en revanche, chez ces patients-là, ben, vous voyez que dans 87% des cas, eh ben, vous aviez une réponse, on va dire, positive au flumazénil, c'est-à-dire une réversion des effets neurorespiratoires au flumazénil. Et ça, c'est bien démontré expérimentalement. Quand vous donnez à des rats du diazépam et de la buprenorphine, eh ben, vous allez avoir une petite augmentation de la PaCO2, mais sans réelle dépression respiratoire pour la buprenorphine seule, pas de dépression respiratoire pour le diazépam. En revanche, quand vous mettez les deux, eh ben, vous allez avoir une dépression respiratoire qui est marquée dans le temps. Donc en pratique, si vous avez la non-réversion d'un toxydrome opioïde typique par la naloxone, il faut évoquer une intoxication buprénorphine et benzodiazépine. Et on va le voir ensuite, vous pouvez administrer du flumazénil en l'absence de contre-indication. Une fois que vous avez éventuellement éliminé ou pas cette intoxication à la buprénorphine associée à des benzodiazépines, il faut évoquer les diagnostics différentiels toxiques, notamment la prise d'autres psychotropes, et également les diagnostics différentiels non toxiques. Et vous savez que c'est un point toujours très important, et notamment les causes neurologiques. Et ces patients-là, en fait, vous avez tout à fait raison, vous allez les traiter symptomatiquement et notamment les intuber. Un petit point sur les diagnostics différentiels toxiques, c'est que la non-réversion par de faibles doses de naloxone, en fait, peut être liée à d'autres opioïdes que la buprénorphine. C'est un petit peu un point d'actualité. Je pense que vous connaissez tous la crise des opioïdes aux États-Unis, qui est l'augmentation des overdoses aux opioïdes depuis les années 90-2000, qui tuait à ce moment-là à peu près 100 Américains par an. Elle était due à plusieurs éléments. Premièrement, à un faible niveau de preuve sur la tolérance, sur le fait que des patients qui prennent des analgésiques peuvent devenir dépendants aux opioïdes. Une mise en place dans les années 90-2000 de la prise en charge de la douleur de manière très agressive, notamment dans les milieux hospitaliers. C'est à cette époque-là que datent les échelles visuelles analogiques, qui sont à la fois bénéfiques, mais peuvent aussi aboutir à une surprescription. Et puis, on est aux États-Unis, donc il y a aussi du marketing, de la publicité et des conflits d'intérêts pour certains médecins. Et donc, tout ça a été assez catastrophique avec 100 Américains qui mouraient d'overdose en 2015. En France, on a aussi un phénomène qui n'est pas similaire, mais qui existe probablement à bas bruit. Vous avez vu que depuis les années 2000, on augmente progressivement notre consommation d'analgésiques au cours du temps, et particulièrement la consommation des analgésiques opioïdes et des analgésiques opioïdes dits forts, palier 3. Lorsqu'on regarde les admissions liées à ces opioïdes, elles ont augmenté sur la période 2000-2017, avec également une augmentation du nombre de décès. On n'est pas du tout dans les ranges américains, mais il existe aussi un petit problème avec les opioïdes en France. Et pour vous dire qu'aux États-Unis aujourd'hui, il y a on verra plus tard, ce nombre a augmenté au cours du temps, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et revenir aux opioïdes qui peuvent être impliqués aujourd'hui. Au départ de l'épidémie, c'était des opioïdes prescrits, typiquement de l'oxycodone, donné pour une cervicalgie, et donc les patients prenaient cet oxycodone, devenaient dépendants parce qu'il y a probablement, c'est une drogue qui est un médicament qui rend facilement dépendant, et donc ils devenaient dépendants aux opioïdes prescrits. Au cours des années 2010, il y a eu des restrictions massives sur la prescription des opioïdes aux États-Unis, et donc ils se sont tournés vers ces patients qui étaient sous opioïdes prescrits se sont tournés vers l'héroïne. Et puis depuis les années 2013, les consommateurs se tournent vers de nouveaux produits synthétiques, et notamment les fentanyloïdes. Et tout ça est catastrophique, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, la proportion de décès, le nombre de décès par opioïde augmente même par rapport à 2015, alors que le problème était déjà connu. Il ne fait que s'amplifier, et donc ils ont doublé en quelques années le nombre de décès par jour par opioïdes. Pourquoi ces patients meurent probablement plus par ces opioïdes? C'est qu'ils impliquent en majorité du fentanyl, ou des dérivés du fentanyl. Et vous voyez à gauche
c'est la dépression respiratoire induite en fonction du temps. Et donc là, les auteurs, chez la souris, ont injecté des doses à peu près qui donnaient la même dépression respiratoire de morphine, héroïne et fentanyl. Ce qu'on remarque, c'est que toutes ces molécules donnent une dépression respiratoire, mais quand on compare le volume courant, eh ben, les fentanyls, eux, donnent une diminution plus importante du volume courant, donc possiblement une aggravation de l'hypoventilation alvéolaire, et c'est possiblement dû à un effet secondaire des fentanyloïdes qui est de donner une contraction, ce qu'on appelle le wooden chest syndrome. C'est une contraction des muscles intercostaux et qui vont donc diminuer le volume courant et favoriser même l'apnée. La deuxième raison qu'on peut se poser, c'est est-ce que aussi ces médicaments ne sont pas plus résistants à l'analoxone. Donc vous voyez là encore, là les auteurs ont injecté à chaque fois morphine, saline ou fentanyl, et ils ont augmenté les doses de naloxone 0,3, 1 et 3. Et vous voyez que la morphine est facilement réversée par la naloxone, dès 0,3 mg, alors qu'il faut attendre 3 mg kilo pour réverser le fentanyl, la dépression respiratoire induite par le fentanyl. Donc, cette résistance à l'analoxone, bon, elle est possible, elle peut s'expliquer notamment par l'analoxone qui est une affinité qui est supérieure à beaucoup d'opioïdes, comme on l'a dit tout à l'heure, mais cette affinité, pour les récepteurs opioïdes, elle est de l'analoxone, elle est inférieure pour notamment les dérivés des fentanyls. Et puis l'autre élément important, c'est que la dissociation du récepteur de ces fentanyls est plus longue que pour les autres opioïdes. Donc finalement, ce n'est peut-être pas une question parfois de quantité, mais également de durée avant que le récepteur opioïde soit libre et que l'analoxone puisse s'y placer. Alors, néanmoins, quand on regarde, ça c'est des données très intellectuelles et expérimentales, quand on regarde les études cliniques, ça c'est une étude réalisée aux États-Unis, et ben, dans cette étude, ils avaient montré que finalement, pour des intoxications documentées au fentanyl, finalement, les doses de naloxone étaient à peu près les mêmes, sachant que c'est jamais tout à fait facile de savoir si c'est des bolus itératifs ou des bolus plus importants. Donc, ce n'est pas certain qu'il soit moins facile à réverser que les autres opioïdes pour les fentanyls, mais en tout cas, il y a un doute qui subsiste. Cette série, c'est une soixantaine de patients, donc pas, on ne peut pas conclure définitivement en termes cliniques. En France, les fentanyls arrivent, les premiers décès sont notamment décrits au cours des dernières années. Si on, pour terminer sur les opioïdes, si on reprend le tramadol et les convulsions dont on avait parlé tout à l'heure, il faut savoir que la naloxone n'est pas contre-indiquée, elle n'aggrave pas les convulsions. Les convulsions, elles ont longtemps été pensées qu'elles faisaient partie du syndrome sérotoninergique qui peut arriver dans certaines intoxications. Néanmoins, cette hypothèse aujourd'hui est plutôt révolue. Il y a plusieurs pistes qui ont été testées. Néanmoins, celle qui ressort le plus aujourd'hui, c'est une hypothèse GABAergique, c'est-à-dire qui implique les récepteurs des benzodiazépines, et probablement l'antidote de choix, si vous avez des convulsions au tramadol, c'est les benzodiazépines, en faisant attention parce que vous risquez bien sûr d'aggraver la dépression respiratoire. On va passer au cas numéro 2. Donc, vous êtes interne de garde appelé pour une patiente de 50 ans. Les paramètres vitaux sont les suivants. Elle a un Glasgow à 6, une fréquence cardiaque à 110, une pression artérielle à 140-60, une saturation d'oxygène à 96%, une température corporelle à 36,7, une fréquence respiratoire à 15. Le CG est normal sans trouble de la conduction. La patiente est plutôt hypotonique. Elle a des réflexes ostéotendineux qui sont normaux. Elle a des pupilles en mydriase bilatérale peu réactives. Le reste de l'examen est sans particularité, hormis une matité suspubienne douloureuse. Je posais la même question que tout à l'heure, c'est quel toxydrome au singulier ou au pluriel vous pensez retrouver dans cette vignette? Alors, on est un peu pressé par le temps, donc, mais vous êtes excellent, puisque en effet, il fallait retrouver ces deux toxydromes.
Alors, le toxydrome de myorelaxation, hein, d'accord, c'est l'association d'un coma calme hypotonique avec des ronflements. Encore une fois, c'est-à-dire une hypotonie des voies aériennes supérieures. Encore une fois, ça n'est qu'un toxydrome. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des benzodiazépines, mais c'est le plus couramment observé avec les benzodiazépines et les apparentés. Mais en pratique, vous pouvez le retrouver probablement tout à l'heure sur notre cas opioïde. On pouvait aussi parler de syndrome de myorelaxation. Si c'est des benzodiazépines qui sont suspectées, on pourra mettre du flumazine. Le toxydrome anticholinergique, en effet, il était là, mais probablement masqué par un autre médicament. En effet, on retrouvait la midriase, la tachycardie, la rétention aiguë d'urine. Et puis là, on ne pouvait pas conclure, mais en tout cas, on avait un coma qui était calme, alors que le coma au cours des syndromes anticholinergiques est plutôt un coma agité. Alors, vous savez que les anticholinergiques, il y en a beaucoup dans la pharmacopée, notamment les antidépresseurs tricycliques et les antihistaminiques. Donc, est retrouvée à côté d'elle une boîte de clomipramide et de bromazépam, et donc ça colle bien au tableau clinique, c'est-à-dire un syndrome de myorelaxation et un syndrome anticholinergique. Alors, lors de l'examen clinique, vous avez observé que la patiente semblait s'encombrer peu à peu au niveau respiratoire. Quelle est votre prise en charge? Bon, vous êtes tous excellents à nouveau. Alors, déjà une petite réflexion, et je pense que Bruno vous en a peut-être parlé avant, mais c'est qu'il faut toujours considérer qu'une intoxication, c'est un processus qui est un processus dynamique, d'accord? Et que finalement, vous pouvez avoir toujours des patients qui, au départ, sont peu graves et qui vont s'aggraver assez rapidement, comme cette dame qui s'engont devant vos yeux et pour laquelle il va falloir avoir une attitude thérapeutique. Vous n'avez pas prescrit de flumazénil et vous avez raison. Juste pour vous rappeler que le flumazénil, c'est comme l'analoxone, c'est un antagoniste des sites des récepteurs des benzodiazépines, des récepteurs GABA-A, un antagoniste compétitif et qui marche aussi avec les apparentés zolpidem et zopiclone. Le but, là, c'est non pas la fréquence respiratoire, mais pour le coup, c'est avoir un réveil suffisant pour que le ou la patiente protège ses voies aériennes supérieures pour éviter l'intubation. Et en pratique, ça marche. Là encore, si la patiente est sous benzodiazépine, il y a un risque de sevrage. Et puis, chez le patient qui a des antécédents épileptiques, c'est les convulsions. Alors, le flumazénil, il est très peu utilisé, par exemple, dans les pays anglo-saxons où il a très mauvaise réputation à cause des risques de convulsions. Mais maintenant, les données sont plutôt assez claires. Le risque de convulsion, eh ben, lorsque vous avez la notion de convulsion ou au cours de l'intoxication, par exemple, un patient qui convulse sur la voie publique et qui est ramené par les pompiers, s'il y a des antécédents de convulsion ou s'il y a une co-intoxication avec des proconvulsifs. En pratique, il faut éliminer une contre-indication, il faut titrer là encore, et ensuite d'abord un petit bolus de 0,2 mg, puis 0,1 toutes les 2 minutes. L'objectif, c'est d'avoir un Glasgow qui permette de protéger les voies aériennes supérieures et pour permettre d'éviter l'intubation orotrachéale. Là encore, vous voyez que la demi-vie, pardon, elle est très longue. Hein, vous voyez, pour le clobazam, par exemple, elle est de 35 à 40 heures. Donc, il faudra faire un relais du flumazénil par la moitié de la dose titrée et ce relais se fait en IVSE. La durée, là encore, ça dépend de la benzo, et vous surveillerez les symptômes de sevrage et le score de Glasgow. Ici, bien sûr, pardon, c'était contre-indiqué puisque les tricycliques sont proconvulsivants. En résumé, et en fait c'est assez simple, quand vous êtes devant un coma, déjà vous allez évaluer la gravité sur la mauvaise tolérance hémodynamique ou respiratoire, vous faites une glycémie capillaire et dans tous les cas, vous instaurerez un traitement symptomatique si nécessaire en urgence et vous mettrez votre patient en condition. Ensuite, quand est-ce que vous allez vous poser la question d'un coma toxique? Eh bien, finalement, vous allez faire une anamnèse qui est parfois riche et puis vous allez vous poser la question de la compatibilité de la clinique. Alors, il y a des éléments qui vont vous orienter contre, hein, notamment le terrain, des signes de localisation, une apparition très brutale ou encore un syndrome méningé. Et ça, bien sûr, vous allez retourner dans les comas non traumatiques, non toxiques. Ensuite, si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez rechercher l'ensemble des symptômes qui sont inclus dans les toxidromes pour arriver à les classer avec un toxidrome qui est possible et qui va devenir probable au vu de votre examen clinique. Si c'est un toxidrome opioïde, et ben, à ce moment-là,
vous allez titrer l'analoxone. S'il y a une réversion, c'est parfait. Vous allez la passer en IVSE. S'il n'y a pas de réversion, vous pouvez vous poser la question de l'intoxication à la buprénorphine couplée aux benzodiazépines. Et si vous n'avez pas de contre-indication, une forte suspicion, vous pourrez administrer du flumazénil. Et s'il y a un échec, vous intuberez votre patient. S'il y a une contre-indication ou une faible suspicion, vous intuberez immédiatement votre patient. Quelques petits warnings. Le tramadol donne des convulsions et un syndrome sérotoninergique. La méthadone des troubles CG. Et attention, il peut y avoir fréquemment associé du paracétamol. Si maintenant, votre toxydrome, c'est un syndrome de myorelaxation, donc c'est un coma calme hypotonique avec une notion quand même de prise de benzodiazépine. Vous allez rechercher les contre-indications, notion de convulsion, donc typiquement perte d'urine, morsure de langue, les antécédents personnels d'épilepsie ou de convulsion et une éventuelle co-intoxication avec un proconvulsivant. Bien sûr, s'il y a une de ces contre-indications, vous intuberez votre patient si c'est nécessaire. Sinon, vous titrerez le flumazénil. S'il y a une réversion, OK, vous le poursuivez en IVSE. S'il n'y a pas de réversion, à ce moment-là, vous intuberez votre patient. L'échec de réversion est après 1 mg de flumazénil. Et puis, dans tous les cas, s'il y a un échec de ces mesures, vous allez revenir au traitement symptomatique et notamment à l'intubation. Et puis, encore une fois, et c'est assez général en toxico, il faut toujours poursuivre sa démarche diagnostique, notamment l'évolution, compléter l'anamnèse, l'analyse toxicologique, et je crois que Laurence Labat va vous en parler. Et il faut toujours envisager à tout moment un diagnostic différentiel ou des complications. Merci pour votre attention.